Merci de votre présence à cette commission. Messieurs les ambassadeurs, mes chers collègues, c'est un honneur de recevoir ce matin M. Ala Youssef, ambassadeur d'Égypte en France, et M. Stéphane Krouza, ambassadeur de France chargé des négociations sur le changement climatique. Tout d'abord, permettez-moi de remercier M. Youssef pour sa présence parmi nous. Je sais, Monsieur l'ambassadeur, votre attachement au dialogue avec le Parlement français et la disponibilité dont vous avez su faire preuve ces dernières années pour répondre aux sollicitations du groupe d'amitié France-Égypte, présidé par notre collègue Catherine Morin-Desailly. Nous nous réjouissons naturellement de ce dialogue régulier, signe de l'étroite collaboration entre nos deux pays. La présidence égyptienne de la COP a récemment détaillé ses priorités, rappelant sa volonté de faire de la COP 27 la conférence de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Vous aurez l'occasion, Monsieur l'ambassadeur, de nous présenter les principaux axes de travail qui seront ceux de votre pays. Je salue également Monsieur Stéphane Krouza, que notre commission avait eu le plaisir d'entendre l'année passée en amont de la COP 26. Vous aviez également accordé un entretien à notre délégation présente à Glasgow. Nous nous réjouissons de votre volonté de rendre des comptes devant la représentation nationale de l'avancée des négociations climatiques. Venons-en au cœur de notre réunion du jour, réunion qui portera sur les enjeux, bien entendu, de la COP 27, un an après la conférence de Glasgow. Dans son rapport l'an dernier sur la COP 26, notre commission avait dressé un bilan pour le moins contrasté des négociations. D'un côté, Glasgow a maintenu en vie l'accord de Paris, en parachevant ses règles d'application et en offrant aux États un cadre propice à un relèvement de leurs ambitions climatiques. Les États se sont notamment entendus sur des règles d'application de l'article 6 de l'accord de Paris relatif aux dispositifs de marché qui doivent contribuer à donner un prix suffisant au carbone pour accélérer la transition. L'accord sur les règles de transparence devrait également permettre de mieux comparer les contributions de chaque État et de contrôler la réalité et l'efficacité des actions entreprises pour respecter ces contributions. La demande faite aux États de revoir et de renforcer leur feuille de route, les fameuses contributions nationales, d'ici la COP 27, devait également permettre de renforcer l'ambition collective dès cette année 2022. Plusieurs mois après Glasgow, quel bilan faites-vous de ces avancées? En particulier, constate-t-on un relèvement de l'ambition par le dépôt de nouvelles contributions nationales, comme le prévoyait le pacte de Glasgow? Ce relèvement de l'ambition collective est indispensable. Rappelons que la somme des engagements pris à Glasgow plaçait la planète sur une trajectoire d'augmentation des températures de 2,3 degrés centigrades dans le scénario le plus optimiste. Notre rapport sur la COP 26, publié l'année dernière, constatait par ailleurs des avancées largement insuffisantes en matière de finances climatiques, qui nous faisaient craindre un accroissement des tensions entre pays développés et pays en développement, au risque de paralyser durablement la négociation climatique. En particulier, la COP 26 n'a pas permis de trouver de solution de financement pour les pertes et préjudices. Pertes et préjudices correspondant aux dommages résiduels inévitables du changement climatique, en dépit des nombreuses demandes des pays vulnérables. L'instauration du mécanisme de Glasgow, enjoignant l'ensemble des parties à avancer en 2 ans sur ces sujets de financement, avait toutefois été perçue comme une issue positive. Où en est-on dans la mise en œuvre de ce mécanisme de Glasgow? Quel rôle la France et l'Union européenne d'une part et la présidence égyptienne d'autre part peuvent-elles jouer pour faire avancer cet aspect crucial des négociations? Monsieur l'ambassadeur d'Égypte, je vous donne la parole. Je laisserai ensuite la parole à monsieur l'ambassadeur Krouza répondre à ses premières interrogations et la parole, bien entendu, à mes collègues pour vous interroger sur ces sujets. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, bonjour à vous tous. Il m'est particulièrement agréable de m'adresser aux membres de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Ce bâtiment emblématique que je trouve toujours de plaisir, l'honneur de me retrouver aujourd'hui avec vous et partager aussi notre vision
pour la prochaine COP 27. Surtout vis-à-vis les questions de changement climatique ainsi que le bilan escompté de la conférence. Nous entamons des discussions courantes avec nos collègues au Quai d'Orsay, avec qui je partage aujourd'hui la parole et avec qui aussi je suis en étroite collaboration chaque jour sur les différentes questions qui vont être discutées et évoquées durant la prochaine COP. Les relations bilatérales entre le Caire et l'Égypte et le Caire et Paris sont stratégiques sur tous les niveaux. C'est ma deuxième visite au Sénat dans 15 jours. J'ai accompagné le président du Sénat égyptien dans une visite officielle. Il a rencontré le président Larcher et aussi les membres du groupe d'amis de France-Égypte, que je salue tous les membres, et aussi, surtout, Madame Catherine Morin-Desailly, la présidente du groupe. Mesdames et messieurs, le monde de nos jours fait face à des enjeux mondiaux consécutifs sans précédent. La crise énergétique à cause de la guerre en Ukraine qui a aussi causé une crise alimentaire, les changements climatiques, les répercussions de Covid-19 et enfin le ralentissement économique et les vagues de l'inflation qui en résultent. Pourtant, dans chaque défi se trouve une opportunité. Et dans la COP 27, il s'agit d'une opportunité incontournable pour converger davantage les efforts mondiaux de l'action climatique et assumer notre responsabilité à l'égard des générations futures et protéger leur droit de vivre dans un environnement sain. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, pour les changements climatiques, tous les rapports et les estimations des différentes organisations internationales et des centres de recherche ont clairement mis l'accent sur l'importance majeure de la lutte immédiate contre les changements climatiques et la nécessité de la mise en œuvre sans retard de tous les engagements internationaux. C'est pourquoi l'Égypte a choisi de nommer la conférence de la COP27 Sharm el-Sheikh Implementation Summit, ou plutôt le sommet de la mise en œuvre, car nous estimons que maintenant c'est le temps de réagir. Sinon, tout retard ne sera pas pour le profit de l'humanité. L'Égypte attache une importance particulière aux modalités de passer de la phase de l'engagement à celle de l'implémentation. Et ces modalités sont profondément discutées avec tous les partenaires, les gouvernements, les organisations internationales, la société civile, le secteur privé et tout autre. De fait que notre vision est que l'action climatique est une responsabilité commune de tous les acteurs internationaux. Permettez-moi de mettre l'accent sur 3 axes majeurs que l'Égypte vise à prioriser pendant la conférence, à savoir le financement du climat, l'adaptation, avec une concentration sur le thème des pertes et des préjudices, ainsi que la mitigation ou l'atténuation. Le financement climat est de prime abord la pierre angulaire de la coopération internationale pour l'action climat. En 2009, les pays développés se sont engagés à porter à 100 milliards de dollars par an l'aide aux pays en voie de développement en faveur du climat. Pourtant, 13 ans plus tard, le bilan final n'a pas reflété des bonnes intentions. Et les estimations les plus optimistes montrent que juste 79% de ces engagements sont honorés. Même si on atteint le but de 100 milliards de dollars chaque année, cela ne couvre, selon les experts, que 3% de la valeur demandée pour relever ces défis, et qui est estimée entre 2,2 et 3,5 trillions de dollars. Et là, je voudrais saluer les efforts inlassables de la France à cet égard, qui est devenu un des principaux bailleurs internationaux finançant le climat avec 26,4 milliards d'euros de financement approuvés pour le climat depuis 2017 et 6 milliards d'euros pour l'année 2021 dans les pays en développement, selon les données de l'AFD. L'Égypte vise donc à mettre en œuvre des initiatives applicables
pour le financement innovant de l'action climatique à travers des instruments de nature à ne pas alourdir le fardeau des pays en développement, comme les échanges de dettes par exemple, en coopération avec les institutions de financement international, les bailleurs de fonds et le secteur privé. L'Égypte a de même organisé en septembre dernier la conférence de la coopération internationale dont l'objectif principal était d'assurer la cohérence de position en matière de financement climatique et de présenter les pratiques de développement réussies et de défendre les nouvelles initiatives de financement réalisables sur la mitigation et l'adaptation. En outre, une des journées thématiques organisées en marge de la COP27 est consacrée au financement, en regroupant des ministres de financement, des représentants des institutions de financement internationales et régionales et le secteur privé, afin de discuter les questions globales liées au financement, surtout dans les pays en développement, et le rôle important du secteur privé dans l'action climatique. Pour la mitigation, ou quelquefois on l'appelle l'atténuation, l'Égypte œuvre à unifier les efforts internationaux lors de la conférence pour limiter le réchauffement climatique bien au-dessous de 2 degrés et ne pas épargner aucun effort pour maintenir l'objectif de 1,5 degré. Le secrétaire général de l'ONU a averti lors de la dernière assemblée, l'inauguration de la récente Assemblée générale en septembre 2022, que l'objectif de 1,5 degré est sous respirateur artificiel et faiblit rapidement. Cela exige des actions immédiates et audacieuses et une ambition accrue de la part de tous les partis. La COP27 sera donc l'occasion pour tenir les promesses et les engagements en vue d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris et stimuler sa mise en œuvre. D'autre part, tous les pays sont invités lors de la COP27 dans le cadre du pacte de Glasgow, comme vous l'avez bien mentionné, Monsieur le Président, à revoir et renforcer les objectifs dans leur contribution déterminée au niveau national. Les CDN, on les appelle. Je voudrais signaler à ce point que l'Égypte a présenté en juin dernier son rapport national qui reflète l'ampleur de l'ambition dans les mesures que l'État s'est engagé à mettre en œuvre jusqu'à 2030 dans les domaines de l'énergie renouvelable, le transport, le financement vert, etc. Sur l'adaptation, les événements météorologiques tels que les vagues de chaleur, les inondations et les incendies des forêts sont devenus une réalité quotidienne de notre vie. Les chefs d'État et de gouvernement ont réitéré leurs engagements lors de la COP26 pour une action mondiale renforcée sur l'adaptation. La COP27 se tient donc à exhorter toutes les parties à faire preuve de la volonté politique nécessaire pour renforcer la résilience des communautés les plus fragiles à s'adapter avec les changements climatiques. La COP27 devrait également être témoin d'un programme d'action mondial renforcé pour l'adaptation, confirmant ce que nous avons convenu à Paris et précisé dans le pacte de Glasgow, en faveur du placement de l'adaptation au premier plan de l'action mondiale. Le dossier épineux des pertes et des préjudices reste toujours sur la table de négociation de la COP27, surtout que tous les pays, soit développés ou en voie de développement, dans les 4 coins du monde, sont touchés par les effets désastreux des changements climatiques et subissent par conséquence des coûts économiques très lourds. La présidence de la COP27 s'est engagée à mettre en œuvre les engagements déclarés lors de la conférence de Glasgow sur l'accélération des mesures liées à contenir les pertes et les préjudices du climat, surtout le financement, le transfert des technologies et le renforcement des capacités. Tous ces axes ont été profondément discutés lors des réunions de pré-COP qui se sont tenues à Kinshasa la semaine dernière. Ces réunions ont remis l'accent sur plusieurs priorités de l'action climat, parmi lesquelles la nécessité de trouver des nouveaux outils de financement pour les pays les plus vulnérables, tout en mettant en considération la particularité de chaque pays et ses besoins.
Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, en organisant cette conférence sur des territoires africains, l'Égypte vise à faire écouter la voix de l'Afrique et ses préoccupations légitimes. L'Afrique, bien que responsable de 3% seulement des émissions mondiales, est le continent le plus touché des changements climatiques et le plus vulnérable à les confronter. Les indicateurs climatiques sont caractérisés par une augmentation continue des températures, une accélération de l'élévation du niveau de la mer, des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, tels que les inondations, les glissements de terrain, les sécheresses et ses impacts dévastateurs sur la paix et la sécurité. S'ajoute à cela que 500 millions d'Africains ne possèdent pas aucune source d'énergie, alors que presque 900 millions n'ont pas accès à des combustibles de cuisson propres. Le coût de l'adaptation s'élève à 2% de PIB africain, sans mentionner le fardeau des dettes qui fait le coût largement plus lourd. C'est pourquoi l'Égypte va lancer pendant la COP27 une initiative compréhensive, entre autres, de nature à réaliser l'accessibilité rapide et juste aux sources d'énergie pour 300 millions d'Africains d'ici 2027. Pour l'Égypte, l'action climatique occupe une priorité sur l'agenda du gouvernement et elle adopte, sur le plan local, une approche compréhensive pour le développement vert, afin de permettre de contribuer plus efficacement à la lutte contre les changements climatiques, en parallèle avec ses efforts à diversifier ses sources d'énergie, tout en se reposant plus en plus sur les ressources renouvelables. L'Égypte a lancé, à titre d'exemple, la stratégie énergétique durable intégrée 2035, qui vise à produire 42% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici à 2035. D'autre part, l'Égypte se dirige de plus en plus vers le projet de moyens de transport verts, dont nombreux sont en collaboration avec des compagnies françaises, afin de diminuer les émissions carboniques. Le gouvernement offre en outre des facilités accrues qui arrivent jusqu'à l'exemption totale des frais de douane pour l'importation des véhicules électriques et la baisse des tarifs sur les véhicules hybrides. Et dans la perspective de localiser l'industrie des véhicules électriques, l'Égypte a signé un mémorandum d'entente avec une groupe française très connue afin de promouvoir la coopération avec cette gigantesque entité. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, pour conclure, la réussite de la COP27 est la responsabilité de tous. Et nous n'avons pas le luxe de choisir autrement. L'Égypte n'épargne aucun effort pour que la conférence puisse répondre aux ambitions de tous les peuples du monde qui comptent sur nous, gouvernements, organisations internationales, parlementaires bien sûr, le secteur privé et la société civile pour garantir à nos futures générations un meilleur avenir où ils peuvent répondre à leurs besoins en paix, en prospérité. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Oui, effectivement, on est tous concernés. Je vous cède la parole, Monsieur Cousin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. C'est un plaisir et un honneur d'être présent parmi vous pour évoquer cette importante échéance qui nous attend d'ici moins d'un mois maintenant à la COP27. Plaisir aussi d'être avec l'ambassadeur Youssef, avec qui nous entretenons des relations très étroites. Nous nous sommes vus pas plus tard qu'hier pour évoquer la venue du président de la République à la COP27, dont vous savez qu'il y aura un segment des leaders en début de COP, les lundis et mardis 7 et 8 novembre. Et donc le président de la République a manifesté son souhait de participer aux côtés de plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement à cette très importante échéance baptisée, comme vous l'avez rappelé, la COP de la mise en œuvre. Alors peut-être quelques mots sur ce que nous voyons comme étant les grands enjeux de cette COP, autour peut-être des 4 grands piliers de la négociation que seront l'atténuation, l'adaptation, les pertes et préjudices et les finances qui sont en toile de fond de l'ensemble
des discussions, puisque les questions financières surgissent dans toutes les salles de négociation sur tous les sujets. Peut-être d'abord sur l'atténuation, rappelons rapidement où nous en sommes. L'année dernière, en 2021, nous avions collectivement, le monde entier, émis plus de 52 gigatonnes de gaz à effet de serre. Je rappelle qu'au moment de l'accord de Paris, en 2015, nous étions à 45-46 gigatonnes. Donc, depuis l'accord de Paris, nous avons effectivement augmenté nos émissions et n'ont pas réduit nos émissions. Et nous sommes toujours dans une phase ascendante, c'est-à-dire qu'on doit s'attendre en 2022 à ce que nous augmentions encore collectivement, nous, l'ensemble des pays du monde, nos émissions, ce qui est assez inquiétant, puisque je rappelle que le GIEC nous exhorte à diminuer nos émissions de manière urgente pendant cette décennie critique, qui est la dernière fenêtre d'opportunité pour que nous puissions rester sur une trajectoire du bas de la fourchette de l'accord de Paris. Je rappelle que l'accord de Paris prévoit une augmentation de la température entre 1,5 et 2 degrés maximum, et nous espérons pouvoir rester au plus proche des 1,5 degrés. Et pour pouvoir rester au plus proche des 1,5 degrés, le GIEC nous dit qu'il faudrait que nous réduisions nos émissions de 45% de nos gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2019. Pour l'instant donc, nous en sommes loin et il y a beaucoup d'efforts encore à fournir. Alors, Glasgow avait pris la mesure de cette urgence avec des décisions fortes sur les questions d'atténuation, en particulier un arsenal de mesures sur le fait que les partis qui n'auraient pas soumis des contributions déterminées au niveau national, qui soient en ligne avec cette trajectoire de 1,5 degré d'augmentation, devraient revisiter et renforcer leur CDN avant la fin 2022. Prévoyez aussi que le rapport de synthèse du secrétariat de la CNUC, qui fait un bilan de l'état des CDN, serait désormais annuel. Prévoyez aussi une table ronde ministérielle annuelle pour garder ce sujet au niveau politique et exercer une sorte de pression collective sur des pairs, sur l'ambition pré-2030. Encouragement aussi à soumettre des stratégies de long terme pour toutes les parties, ce qui est encore loin d'être le cas, et la constitution d'un programme de travail sur l'atténuation qui devra être finalisé pour cette décennie 2020 jusqu'en 2030 à la COP27, et c'est un des livrables que nous attendons de la COP27 de Sharm el-Sheikh. Alors, est-ce que les partis ont écouté ces exhortations ? Pour l'instant, nous avons à ce jour 23 partis qui ont soumis une CDN renforcée, revisitée. L'Égypte en fait partie. Félicitations, monsieur l'ambassadeur. L'Inde l'a fait, mais d'autres pays, des très grands émetteurs, je pense en particulier à la Chine, n'a pas soumis cette année une contribution nationale revisitée et renforcée. Alors, tous les regards se tournent évidemment vers les pays du G20. Le G20, je rappelle, représente pratiquement 80% des émissions mondiales. Et c'est donc une enceinte absolument décisive pour faire en sorte que l'effort collectif soit à la mesure de l'enjeu. Les choses se sont pas bien passées, disons-le, à la ministérielle G20 de la fin août, qui avait lieu à Bali. Vous vous souvenez que le 31 octobre avait lieu cette ministérielle climat-environnement, pour laquelle nous n'avons pas réussi à trouver un accord sur un communiqué. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'était la qualification de la guerre d'agression par la Russie en Ukraine. En présence de la Russie, c'était difficile d'avoir un langage consensuel sur cette question. Donc nous savions pratiquement d'entrée de jeu que nous n'aurions pas un communiqué qui soit agréé. Il y a eu aussi le fait que la présidence indonésienne a été d'une certaine façon débordée par un texte beaucoup trop long qui a fait que nous n'avions pas le temps de terminer les travaux, mais aussi et surtout parce que nous avons vu que
du côté de certains pays du G20, il y avait beaucoup de résistance à mentionner et à reconnaître les acquis du pacte de Glasgow sur le climat. Quand on voulait marquer le fait que nous souhaitions garder comme boussole 1,5 degré d'augmentation de la température, on se faisait rétorquer qu'il fallait plutôt regarder du côté de l'accord de Paris qui, lui, parlait de 1,5 à 2 degrés. Quand on voulait parler du leadership du G20 en matière d'action climatique, donc langage agréé à Naples, à la précédente ministérielle du G20 en 2021, on s'est fait rétorquer que les circonstances étaient particulières cette année et que le mot de leadership n'était peut-être pas approprié. Donc les discussions étaient très difficiles et finalement n'ont pas pu aboutir. Nous avons eu finalement un résumé de la présidence qui n'a aucune valeur en réalité puisqu'elle n'engage que la présidence et non pas les membres du G20. Nous avons eu ensuite Kinshasa où j'ai accompagné la ministre Agnès Pannier-Runacher qui dirigeait la délégation française où là les conversations étaient, je pense, un peu plus constructives. Avec une soixantaine de délégations menées en grande partie par des ministres et qui a permis d'avancer sur les 4 piliers que j'évoquais, même si nous n'avons pas fait d'avancée décisive, au moins les conversations ont été, je pense, plus constructives et permettent d'augurer d'une COP27 un peu plus apaisée que ceux qu'on a pu connaître au G20 ou à Bonn d'ailleurs en juin, où les négociations des intercessions entre négociateurs avaient été très tendues. Donc, voilà pour ce volet atténuation où nous espérons et nous ferons en sorte que les acquis de Glasgow soient confortés et renforcés, puisque vraiment nous devons absolument avancer sur cette question. Je rappelle que l'Union européenne est au rendez-vous. Vous savez que nous avons déjà, il y a 2 ans maintenant, annoncé une augmentation de notre ambition, moins 55%, au moins moins 55% de réduction nette de nos gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. C'était une augmentation par rapport aux 40% que nous avions décidé en 2014. Je rappelle aussi l'incroyable défi que ça représente pour l'Union européenne, puisque nous avons fait 20% de réduction d'émissions entre 1990 et 2020, grosso modo, et qu'il s'agit désormais de faire 35%, 20 plus 35 égale 55, en moins d'une décennie d'ici 2030. Donc le défi est vraiment extraordinaire, mais nous donnons les moyens de le faire, puisque avec le paquet Fit for 55, nous avons beaucoup avancé sous présidence française pour mettre tous les outils législatifs européens en place pour être au rendez-vous de cette ambition, et nous espérons pouvoir conclure dans les prochains mois en trilogue avec le Parlement et la Commission. Quelques mots peut-être sur les autres volets de la négociation qui seront l'adaptation, les pertes et préjudices et la finance. Je les mentionnerai de manière peut-être un peu groupée, puisque dès qu'on parle d'adaptation et de pertes et préjudices, on parle beaucoup de finances. Je pense en particulier en matière d'adaptation à ce qui a été indiqué dans le pacte de Glasgow sur le climat, que le pacte exhortait les pays développés à doubler leurs finances pour l'adaptation d'ici 2025 par rapport à 2019. Alors ça c'était une réponse à des demandes pressantes des pays en développement qui estiment que l'effort fait par les pays développés pour aider les pays en développement en matière d'adaptation sont insuffisants. Je rappelle les chiffres de la France, vous l'avez rappelé, monsieur l'ambassadeur, et je vous en remercie. 6 milliards d'euros par an qui avaient été annoncés par le président de la République à la fin de l'année 2020 jusqu'en 2025, dont 2 milliards pour l'adaptation. Nous sommes au rendez-vous de cette promesse, puisque la France vient de confirmer que nous avons dépassé notre objectif de 6 milliards pour l'année 2021, dont 2,2 milliards pour l'adaptation. 2,2 milliards pour l'adaptation, quand on voit les chiffres
de la finance mondiale pour l'adaptation. Vous avez évoqué en effet le fait que nous ne sommes pas encore aux 100 milliards requis. Nous étions à 83,3 milliards de dollars pour la finance climat au plan global de la part des pays développés en faveur des pays en développement, selon le dernier rapport de l'OCDE en 2020. Donc c'est insuffisant, mais l'OCDE indiquait également que nous étions à 28 milliards sur ces 83,3 en faveur de l'adaptation, ce qui est une hausse assez sensible par rapport à 2019, puisqu'en 2019, je rappelle les chiffres, 79,6 milliards de dollars, dont 20 milliards pour l'adaptation. Donc je reviens à mon chiffre de 2,2 milliards d'euros de la France pour l'adaptation sur un total en 2020 de 20 milliards. Ça veut dire qu'on est à peu près à 10%, la France seule est à peu près à 10% de l'aide pour l'adaptation au plan mondial. En tout cas, ce sujet sera certainement à l'ordre du jour. Les pays en développement nous demanderont des comptes sur la manière dont nous comptons y arriver pour que cette trajectoire soit respectée. Ceci dans le cadre de cet effort plus global que nous avions, sur lequel nous nous étions engagés, de 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Nous n'y sommes pas encore. Nous regardons la trajectoire et nous avons bon espoir qu'en 2023, nous atteindrons les 100 milliards de dollars avec une augmentation significative d'ici 2025. En tout cas, ce sujet sera sur la table et beaucoup de pays développés seront regardés de près sur les engagements qu'ils ont souscrits ou, espérons, les nouveaux engagements qu'ils pourraient faire. Vous avez indiqué, monsieur l'ambassadeur, que ces 100 milliards, c'est quelque chose en effet très important, assez totémique, mais c'est loin d'être suffisant par rapport aux besoins. Et il faut que nous regardions ailleurs, il faut que nous regardions sur la mobilisation des investissements du secteur privé. Et là, nous y travaillons collectivement sur la mobilisation des banques multilatérales de développement qui peuvent aussi créer des effets de levier très importants pour le développement de la finance climat, que ce soit pour l'adaptation ou pour l'atténuation. Il y a aussi la question des pertes et préjudices que Monsieur le Président et Monsieur l'ambassadeur vous avez évoqué, sujet extrêmement sensible, extrêmement important, qui est monté en puissance à la COP26, comme vous le savez, avec des avancées quand même à la COP26 sur l'opérationnalisation du réseau de Santiago, sur la catalysation de l'assistance technique pour la question des pertes et préjudices. Il s'agit maintenant de transformer l'essai pour faire en sorte que vraiment ce réseau de Santiago soit pleinement opérationnel, qu'il puisse recevoir des fonds. Je rappelle que des fonds ont été promis par plusieurs États membres de l'Union européenne à hauteur de 25 millions de dollars. Et donc là, nous serons très attentifs à ce que ce réseau de Santiago puisse en effet être véritablement opérationnel au sortir de la COP 27. Il y a aussi la question du dialogue de Glasgow sur la question des pertes et préjudices et sur la question du financement de ces pertes et préjudices qui a été décidé à Glasgow sur une durée, un dialogue qui est censé durer jusqu'en 2024. Vous savez que les petites îles en particulier, les pays les plus vulnérables, sont très attachés à la création d'un fonds spécifique pour la question des pertes et préjudices. C'est une question qui sera à l'ordre du jour et sur laquelle nous allons travailler. Nous pensons que créer un fonds n'est peut-être pas la solution. Nous avons beaucoup de fonds actuellement. Nous avons un fonds pour l'adaptation, nous avons un fonds vert pour le climat, nous avons des fonds pour le fonds pour l'environnement mondial, nous avons un fonds spécifique pour les PMA. Et donc nous avons tout un paysage qu'on pourrait, nous pensons pouvoir rationaliser pour faire face à cette question. Et puis aussi, il y aura des choses sur la question des pertes et préjudices qui devront être présentées de manière très concrète. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour cette question? Et là, il y a plusieurs pistes qui ont commencé à être tracées. La question de l'alerte précoce. Le secrétaire général des Nations Unies, au printemps dernier,
a indiqué qu'il souhaitait que d'ici 2027, donc d'ici 5 ans, l'ensemble des populations vulnérables du monde entier soient couvertes par un mécanisme d'alerte précoce. Nous soutenons très fortement cette idée. Je rappelle que la France avait été à l'initiative d'une initiative baptisée CRUISE, Climate Risk and Early Warning Systems, à la COP 21, que nous présidons depuis l'année dernière et jusqu'à la fin de cette année, et qui vise précisément à fournir des systèmes d'alerte précoce aux populations les plus vulnérables. Nous avons décidé de doubler notre contribution à 8 millions d'euros par an à cette initiative, et nous pensons qu'elle s'inscrit parfaitement dans la problématique des pertes et préjudices. Il y a également une initiative très intéressante lancée par la présidence allemande du G7, qu'on appelle le bouclier global sur les risques climatiques, le Global Shield, qui vise à développer des systèmes assurantiels pour les populations qui seraient soumises à des aléas climatiques. Et nous soutenons cette initiative et nous comptons faire des annonces là-dessus. Donc ça, ce sont des réponses qui sont évidemment partielles à la question des pertes et préjudices, mais qui permettent d'avancer de manière très, très concrète. Et on a senti, que ce soit au G7, mais aussi à Kinshasa, à la pré-COP, qu'il y avait un intérêt collectif de la part des pays les plus vulnérables sur ces questions. Et nous avons bon espoir de pouvoir avancer de manière positive sur ces questions. Je signalerai enfin que la COP, c'est aussi le lieu de nombreuses initiatives de tous ordres. On se souvient à la COP 26 d'initiatives sur lesquelles nous devrons porter l'attention pour voir où en est le suivi, que ce soit l'engagement sur le méthane, le Global Methane Pledge, qui avait été lancé par les États-Unis et l'Union européenne, où plus d'une centaine de pays, dont la France, se sont engagés collectivement à réduire leurs émissions de 30% d'ici 2030 par rapport à 2020. Ça, ce sont c'est une initiative qui permettra d'engranger des résultats rapides si nous arrivons à la mettre en œuvre. Il y avait un engagement important aussi de 12 milliards de dollars en faveur de la préservation de la forêt tropicale. Et il y aura un suivi de ces engagements à la COP 26. Il y a également, vous vous souvenez, de l'adhésion de la France à la déclaration sur le soutien public international pour la transition énergétique propre, où nous nous étions engagés à mettre fin au crédit export pour les énergies fossiles à compter de la fin 2022. Et nous avons, nous, France, mis en œuvre cette déclaration, puisque dans la loi de finances 2023, il est précisé que nous mettrons fin effectivement au crédit export pour l'ensemble des énergies fossiles dès la fin 2022, et non pas comme c'était prévu initialement en 2025 pour le gaz, pour le pétrole, et en 2035 pour le gaz. Il y aura aussi d'autres initiatives qui seront lancées à la COP, et nous regardons avec beaucoup d'attention les initiatives proposées par la présidence égyptienne, qui commence à nous envoyer des notes de concept sur ces initiatives très variées. Vous avez évoqué, monsieur l'ambassadeur, en particulier celle sur l'accès à l'énergie en Afrique, qui nous semble très importante au regard des chiffres que vous avez indiqués sur les défis auxquels l'Afrique est confrontée en matière d'accès à l'électricité et à l'énergie de manière générale. 600 millions de personnes qui n'ont pas accès en Afrique à l'électricité. Donc nous regardons ça avec beaucoup d'intérêt. Je rappelle pour finir que l'intérêt de nos autorités, il est manifeste pour cette COP, puisque, comme je l'indiquais en introduction, le président de la République a indiqué souhaiter participer à cet très important rendez-vous au segment des leaders les 7 et 8 novembre, mais nous aurons également de nombreux ministres qui feront le déplacement à la COP 27. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à vous. Je vais donner la parole à mes collègues. Je vais donner la parole à Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président, messieurs les ambassadeurs.
Le sujet du changement climatique est un sujet de préoccupation majeur aujourd'hui de nos concitoyens, des collectivités locales. Donc il y a beaucoup d'attentes par rapport au COP notamment. Et donc vous avez indiqué que la COP 27 serait la COP de la mise en œuvre. Donc on met la pression sur ces rendez-vous internationaux. Ma première question portera sur les accords sectoriels, qui vous venez de l'évoquer d'ailleurs, monsieur l'ambassadeur, qui ont jalonné la COP 26 de Glasgow. Lutte contre la déforestation et la dégradation des sols, lutte contre les émissions de méthane, réduction progressive et sortie du charbon, fin des garanties export aux combustibles fossiles, accord véhicule zéro émission. Ces accords sectoriels ont évidemment des limites, mais ils ont été une des forces de la COP26. On peut penser à l'accord sur la fin des garanties export aux énergies fossiles, qui trouvera donc en France, dans le cadre du projet de loi de finances 2023, une traduction législative. Alors ma question s'adressera à l'ambassadeur d'Égypte. La présidence égyptienne souhaite-t-elle renouveler cette pratique des coalitions sectorielles? Et peut-on s'attendre à de nouvelles avancées sur les coalitions créées l'année dernière, notamment concernant la sortie du charbon, qui est une question clé dans le contexte énergétique du moment où le charbon est sollicité face au manque de gaz russe en particulier. Par ailleurs, je souhaiterais revenir sur un accord sectoriel conclu l'an passé au sujet des émissions de méthane. Cet engagement global pour le méthane visait à réduire les émissions globales de méthane d'au moins 30% d'ici 2030 par rapport à 2020. Les signataires de cet accord ont-ils depuis intégré cet engagement dans leur contribution nationale? Je rappelle que 3 des 5 plus gros émetteurs de méthane au monde, la Chine, l'Inde et la Russie, manquaient à l'appel de cette coalition l'année dernière. Peut-on espérer une évolution de la position de ces acteurs? Et là aussi, dans le contexte de la guerre en Ukraine, j'aurais plus globalement une question sur quel impact de la guerre en Ukraine sur cette COP 27 et quel CDN pour la Russie attendu dans le cadre de cette COP. Et enfin, nous étions félicités à l'occasion de la COP26 du partenariat de 8,5 milliards de dollars conclu entre les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Union européenne pour accompagner l'Afrique du Sud dans la transition du charbon vers l'énergie propre dans les 5 prochaines années. Des partenariats de ce type pourraient-ils être conclus avec d'autres pays pendant cette COP 27 et plus particulièrement avec des pays africains? Merci. Je vais donner la parole à 2 autres collègues et puis je vous propose de répondre à l'issue. Madame Varayas. Messieurs les ambassadeurs, je souhaite vous remercier en premier lieu d'être venus jusqu'à nous ce matin. Vous avez évoqué la situation des pays les plus vulnérables. Et à cet égard, je voudrais rappeler que bien que les médias l'aient très peu relaté, le Pakistan a été victime cet été d'inondations dévastatrices causées par des pluies de mousson diluviennes. Les experts d'ailleurs attribuent ce phénomène violent au réchauffement climatique. Un tiers de la population du pays est recouvert soit à la superficie du Royaume-Uni et 1600 morts depuis le mois de juin. Bon, aujourd'hui, dans ce pays, plus de 7 millions de personnes vivent dans des camps de fortune où l'eau potable manque. Les quelques images que nous avons pu voir sont très douloureuses. Cette catastrophe climatique, elle a conduit le secrétaire général de l'ONU à exhorter les grands pollueurs de la planète à arrêter cette folie. Nous le savons, cette calamité va toucher d'autres pays, ceux-là même qui polluent le moins. Je rappelle que le Pakistan, en fait, ne pèse que 0,8% des émissions mondiales de CO2. La question écologique amène inéluctablement la question du modèle économique mondial dominant. Et à cet égard, le rapport du GIEC confirme bien que le capitalisme menace la survie de la planète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Beaucoup d'entreprises, particulièrement dans le gaz et le pétrole par ailleurs, incluent beaucoup de compensations dans leur plan de neutralité carbone, alors que ces compensations ne génèrent aucune réduction d'émissions substantielles. Qu'en pensez-vous? Messieurs les ambassadeurs, quelles ambitions concrètes portez-vous sur cette nouvelle COP 27? Quels objectifs audacieux mais tenables souhaitez-vous faire adopter lors de ces négociations, et notamment pour imposer aux pays les plus pollueurs qu'ils respectent leurs engagements, qui pour le moment ne constituent pas des obligations, je le rappelle?
Merci beaucoup. Merci, messieurs les ambassadeurs, pour vos interventions respectives. Vous y avez fait allusion. La COP27 s'inscrit dans un contexte particulièrement spécifique, puisque elle fait suite au bilan en demi-teinte de la COP26, dont les engagements pris ont été jugés insuffisants pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et deuxièmement, elle intervient après la publication du 6e rapport du GIEC, qui est sans appel, puisque la planète s'est déjà réchauffée de 1,1 degré et le seuil de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle sera atteint en 2030. Il faut réagir, c'est ce que vous avez dit, monsieur l'ambassadeur Youssef. Et je voudrais poser une question un peu générale à notre ambassadeur, monsieur Krouza. Ce 6e rapport du GIEC sera-t-il au cœur des négociations avec notamment des pistes pragmatiques d'action, ou faut-il être pessimiste comme notre ancien président de la République, François Hollande, qui, il y a quelques jours, déclarait que finalement la Chine a d'autres préoccupations, la Russie, n'en parlons pas, les États-Unis sont plutôt tournés aujourd'hui vers les élections de novembre, avec d'ailleurs un risque de retour des républicains au Congrès, qui sont, semble-t-il, moins proactifs sur le sujet. Et sa phrase, d'ailleurs, est assez dure, puisqu'il déclarait dans son propos la semaine dernière « Il n'y a pas grand-chose à attendre de cette COP. L'Europe est le seul continent qui tient bon, mais avec des entorses assez graves par rapport aux engagements de Paris. » Alors, monsieur l'ambassadeur Krouza, votre optimisme est-il réel ou est-il, comment dirais-je, diplomatique? Je vous propose de répondre. Qui commence? On commence par l'optimisme. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les sénateurs, pour ces questions. Je vais essayer de peut-être les passer en revue avant de donner la parole à mon collègue l'ambassadeur Youssef. Sur les accords sectoriels, monsieur le sénateur, en effet, il y en a beaucoup. Et elles font l'objet, il y en a qui sont dans le cadre des négociations CNUC, et il y en a qui sont hors du cadre strict des négociations CNUC. Le méthane, vous avez évoqué, les véhicules zéro émission, tout cela fera l'objet de suivi. Un des bénéfices de la présidence britannique de la COP26, c'est que les Britanniques sont très soucieux de faire en sorte que ces annonces qui ont été faites à la COP26 soient suivies des faits et soient suivies de questions de redevabilité. Et donc nous aurons à la COP27 des discussions, en particulier sur le méthane, pour voir comment les choses avancent. Sur le méthane, vous avez dit, et c'est très juste, que des pays comme l'Inde, la Chine ou la Russie ne sont pas signataires de ce Global Methane Pledge. Je rappelle toutefois que la Chine avait annoncé qu'il ferait un effort particulier avec un plan qu'il publierait sur le méthane. Et donc nous suivons ça avec attention. Je rappelle aussi que les États-Unis sont un des premiers émetteurs de méthane et que comme les États-Unis étaient un des initiateurs de cette initiative, on a bon espoir qu'ils prennent ce dossier à bras-le-corps pour pouvoir trouver des résultats tangibles. Et d'ailleurs, cette question du méthane, elle sera au cœur aussi de discussions que nous aurons dans le cadre des négociations CNUC sur la création de ce programme de travail sur l'atténuation qui a été mandaté à Glasgow. Et donc nous devons pouvoir mettre en place ce programme de travail sur l'atténuation qui courra jusqu'en 2030 pour continuer à renforcer l'ambition, et la question du méthane sera évoquée dans ce programme de travail. Sur l'impact de la guerre en Ukraine et la Russie, c'est vrai que la Russie est un partenaire très important des négociations climatiques. C'est 4 à 5% des émissions mondiales. Je rappelle que la Russie a ratifié l'accord de Paris. C'était avant la question ukrainienne, la guerre en Ukraine. C'était en 2019. Mais elle l'a fait. Et ça, c'était quand même un très bon signal. Après, comment réagira-t-elle dans les négociations? Ce que je peux vous dire, c'est que dans les négociations en G20 en particulier,
la Russie n'était pas la plus virulente. La Russie était même souvent assez atone en réalité. Qu'est-ce que cela signifiera ou qu'est-ce qu'on doit quelle conclusion doit-on en tirer sur la manière dont elle se comportera à la COP elle-même? C'est à voir. Vous avez évoqué les JETPs, les Just Energy Transition Partnerships. Vous avez évoqué les 8,5 milliards de dollars que nous avons promis collectivement à l'Afrique du Sud. C'était la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne. C'était un premier partenariat assez novateur dans son esprit, où l'idée était que des grands bailleurs se réunissent de manière coordonnée pour aider un pays à opérer sa transition et à se désengager du charbon et à développer les énergies renouvelables. Nous aurons des choses à faire valoir à la COP27 sur cette question, puisque nous avons avancé depuis la signature de ce partenariat, ce JETP, comme on le dit en anglais, avec l'Afrique du Sud. La France en particulier et l'Allemagne travaillent main dans la main pour avancer sur un prêt de politique publique au gouvernement sud-africain qui fera l'objet d'une annonce à la COP 27. Nous travaillons actuellement avec d'autres pays pour essayer d'essaimer cette idée qui est prometteuse. Nous travaillons avec l'Indonésie, avec le Vietnam, avec l'Inde, avec le Sénégal également, dans l'espoir de pouvoir faire une annonce à la COP27, une déclaration politique qui montre la volonté commune, partagée des bailleurs, membres du G7, et de ces pays pour avancer sur leur décarbonation. Madame la sénatrice, vous avez évoqué cette tragédie au Pakistan, qui effectivement est le signal que nous devons absolument accélérer les efforts et trouver les moyens de venir en aide aux pays qui sont soumis à de tels désastres. Il y a des moyens qui ont été mis en œuvre, il y a des fonds qui ont été débloqués de post-catastrophe via UNDRR en particulier. La France aussi s'est mobilisée avec l'envoi d'avions humanitaires pour venir en aide au Pakistan. Il y a encore fort à faire et il y aura fort à faire pour les mois et les années qui viennent, vraisemblablement, à la suite de cette catastrophe terrible. Vous avez dit quels sont nos objectifs finalement pour rehausser l'ambition dans le cadre d'un accord où il n'y a pas d'obligation. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est mis sur la table depuis l'origine, depuis la création ou l'adoption de l'accord de Paris. Il n'y a certes pas d'obligation comme il en a pu y avoir sous le protocole de Kyoto, où on imposait par le haut des réductions d'émissions au pays. Là, l'originalité, la force et la faiblesse de l'accord de Paris, c'est d'imposer à tous de participer à cet effort collectif de réduction d'émissions, mais à la mesure de leurs moyens et à la mesure de ce qu'ils pensent pouvoir être le maximum à un moment donné, avec l'obligation, pour le coup, de rehausser cette ambition tous les 5 ans. C'est une force parce que ça fait que c'est très inclusif. C'est une faiblesse évidemment parce que les pays décident eux-mêmes de l'effort qu'ils vont fournir. En tout cas, ce que je peux dire sur l'accord de Paris, c'est que si on n'avait pas eu l'accord de Paris, on serait aujourd'hui sur des schémas d'augmentation de température qui ne seraient pas compris entre 1,8 et 3 degrés d'augmentation de température au regard de l'ensemble des décisions qui ont été prises par les différents pays, mais on serait plutôt sur une ligne de 4-5 degrés d'augmentation à l'horizon 2100, ce qui serait absolument inimaginable. Monsieur le sénateur, vous évoquiez, je crois, le rapport du GIEC. En effet, le rapport du GIEC est absolument essentiel parce que c'est finalement la science qui guide les négociations. C'est la science qui, depuis la fin des années 80, nous alerte et nous alerte de manière de plus en plus pressante sur les risques que nous encourons si nous ne faisons pas assez, qui nous indique que nous devons, pendant cette décennie critique, faire tous les efforts nécessaires pour espérer rester
dans la trajectoire. Je rappelle que nous avons un budget carbone, pour faire court, de 3000 gigatonnes d'émissions maximum pour pouvoir rester dans une augmentation de 1,5. On a déjà dépensé, depuis le début de l'ère industrielle, 2500 gigatonnes. Donc il nous reste grosso modo 500 gigatonnes à dépenser, si je puis dire, à émettre, et pas plus. Donc vraiment, la science, elle est absolument claire. Elle doit être notre boussole. Et donc, on a la science, l'accord de Paris, et ce sont nos boussoles qui nous permettent d'avancer. En effet, la Chine, vous évoquez la Chine, 30% des émissions mondiales aujourd'hui. 30%. Et donc, si la Chine ne fait pas les efforts nécessaires, sans la Chine, il n'y aura pas de solution. Alors, c'est vrai que la Chine, elle est extrêmement énergivore. Elle continue à dépenser et à augmenter ses émissions de charbon. Mais je signale aussi que la Chine, c'est le plus fort taux d'augmentation des énergies renouvelables. C'est un peu le yin et le yang au sein de la Chine. Je rappelle son objectif absolument spectaculaire de 1200 gigawatts à l'horizon 2030, ce qui est absolument considérable, et elle s'en donne les moyens. Donc on espère évidemment qu'elle tiendra son objectif de pic des émissions avant 2030, et on pense qu'elle est capable de le faire bien avant 2030, peut-être dès 2025, pour ensuite réduire ses émissions de manière très rapide, puisqu'elle a annoncé qu'elle serait à la neutralité carbone à l'horizon 2060. Donc 2060, ça fait 30 ans pour elle, pour la Chine, entre 2030 et 2060. Je rappelle que nous, Union européenne, nous donnons 60 ans pour faire cette trajectoire de 1990 à 2050. Donc le défi est extraordinaire pour la Chine. Idem pour l'Inde. L'Inde, 7% des émissions mondiales, qui a soumis une CDN renforcée cette année. Donc elle joue le jeu, ce qui est à noter. Je rappelle que jusqu'à il y a peu, l'Inde se refusait à marquer sa volonté de réduire les émissions. Et là, elle a annoncé pour 2070 la neutralité carbone. 2070, ça semble très loin, mais aussi pour l'Inde, c'est un pic d'émissions à 2040, une neutralité. Donc elle se donne 30 ans pour faire cela, et ça aussi, c'est un défi énorme pour ce pays. Les États-Unis, enfin, et les élections mid-term tomberont le premier mardi de la COP, donc elles donneront une saveur particulière sans doute à cette COP en fonction des résultats. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'avec le plan américain qui est finalement passé au Congrès de 369 milliards de dollars de Inflation Reduction Act, qui est consacré en fait à la lutte à la lutte contre le changement climatique, les Américains pensent qu'ils pourront réduire leurs émissions de 40% à l'horizon 2030 par rapport à 2005. 40%, ce n'est pas tout à fait encore ce qu'avait indiqué le président Biden, qui avait annoncé 50 à 52%. Mais les Américains, je pense, sont déterminés d'abord à faire le plus vite possible. Ils recrutent par milliers des agents pour dépenser ces 369 milliards dans les 2 années qui viennent. Donc, quelle que soit la prochaine administration, les choses auront beaucoup avancé. On est dans le cadre d'une loi. Et donc une loi, c'est difficile à remettre en cause, puisqu'on sait que le président américain dispose d'un droit de veto. Et ils ont aussi la ferme volonté d'avancer sur des réglementations nouvelles, notamment de l'Agence pour l'environnement, pour pouvoir combler ce delta de 10 à 12% qui leur manque pour atteindre leur objectif. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur Youssef. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne veux pas répéter beaucoup de choses qui ont été déjà dites par mon ami et mon collègue Stéphane Creusa, mais je voulais juste bondir sur quelques points. D'abord, sur les accords sectoriels. Bien sûr, tous les sujets qui ont été évoqués durant la COP de Glasgow vont être discutés à Sharm el-Sheikh. En plus, pas seulement dans le CNUC, mais aussi la présidence égyptienne de la COP va organiser des journées thématiques. Par exemple, il y aura une journée sur la décarbonisation. Il y aura une autre journée sur le financement. Journée des sciences, une journée des jeunes et des futures générations,
une journée sur le genre, une journée d'adaptation de l'agriculture, une journée sur l'eau, biodiversité, société civile, bien sûr. Et en plus, l'Égypte aussi va lancer plusieurs initiatives. Disons, cette COP qui mettra des solutions pour plusieurs défis qui font face actuellement la communauté internationale. Par exemple, je voulais vous partager avec vous une initiative sur une vie décente qui vise à améliorer la qualité de vie dans les espaces ruraux en Afrique. Une initiative sur les systèmes d'alerte précoce dans le cadre de soutien, l'initiative du secrétaire général de l'ONU. Une initiative sur l'alimentation et les changements climatiques. Une autre sur l'eau, la transition énergétique en Afrique. Sur le Moyen-Orient aussi, il y aura une initiative qui vise à soutenir les efforts des pays pour faire face à la dégradation des prairies et de promouvoir l'action climatique. Madame la sénatrice, vous avez parlé aussi, vous avez tout à fait raison des inondations en Pakistan. C'est un phénomène à côté des autres phénomènes comme la sécheresse, comme les feux dans les forêts. C'est des phénomènes qui, malheureusement, les pays, quelques pays en voie de développement, surtout en Afrique, font face. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le temps de réagir. Malheureusement, beaucoup de peuples dans le monde entier qui souffrent énormément de ces phénomènes. Je reste toujours très optimiste et je garde toujours partie pleine de la verre, mais quelquefois, c'est la volonté politique qui à la fin, qui dépend de la décision de ces pays, les grandes puissances. Et là, sur les grandes puissances, je voulais vous dire que l'Égypte a commencé depuis le début de l'année des contacts avec la Chine, avec les États-Unis, avec aussi quelques pays asiatiques, afin de préparer pour cette COP-là. Nous réalisons bien sûr que c'est une question très difficile, mais nous aussi, nous estimons que c'est le temps de faire des compromis, d'essayer de répondre aux engagements de tous et aussi d'essayer d'accommoder les inquiétudes, les engagements. Et on n'épargnera aucun effort de continuer dans ce domaine-là, surtout à demander aux grandes puissances de respecter leurs engagements dans le domaine du changement climatique. Merci. Merci. Je donne la parole à Monsieur Gold. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ambassadeurs. Ma question fait suite à l'après-COP 27 qui s'est déroulée à Kinshasa la semaine dernière. Parmi les sujets qui ont été soulevés par les pays en voie de développement lors de cette réunion d'échange, il y a la question légitime des efforts demandés à ces États, notamment africains, qui sont peu émetteurs de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, mais qui en même temps ont besoin des énergies fossiles et de l'exploitation de leurs ressources naturelles pour accélérer leur développement. Alors dans ces cas-là, il peut être difficile de jongler entre la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pauvreté, leurs besoins à court terme pouvant aller à contre-courant des objectifs internationaux de réduction des gaz à effet de serre. Alors, puisque vous êtes là aujourd'hui, moi j'aimerais savoir comment est perçu le discours des pays industrialisés dans les négociations internationales et comment adapter ce discours pour rendre acceptables et même audibles les efforts que l'on demande à des pays et des populations moins favorisées. Merci. Monsieur Houlgat. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les ambassadeurs. En tant que membre du groupe d'amitié France-Égypte, je salue plus particulièrement donc votre présence, Excellence, et puis vous remercier aussi de votre implication et je dirais des efforts que vous faites, notamment donc au niveau pour répondre à nos sollicitations au niveau du groupe d'amitié. Je voudrais souligner un fait aussi, c'est que je crois que l'Égypte peut s'enorgueillir d'accueillir cette COP27, puisque déjà en 2018, elle avait accueilli donc la 14e conférence sur la biodiversité. Vous l'avez souligné, Excellence, que cette COP sera une opportunité de mettre le point sur les priorités des pays en développement et plus particulièrement sur les besoins de l'Afrique, puisque l'Afrique est un des continents qui est les plus affectés
par la question du changement climatique, alors que, et ça a déjà été dit, c'est considéré comme étant le moins responsable et celui qui émet le moins. Je voudrais peut-être aussi dans un autre domaine et de façon très complémentaire renvoyer au rapport qui a été fait sur les inégalités mondiales. Et ce rapport sur les inégalités mondiales dit d'une façon globale que 10% des plus riches sont responsables de 48% des émissions. Et si on raisonne par zone géographique, vous l'avez dit, l'Afrique, elle, ne représente que 3%. La conférence ministérielle africaine sur l'environnement qui s'est réunie à Dakar, donc a, je dirais, unanimement mis en avant la nécessité de reconnaître les besoins, notamment les besoins en financement. Il y a eu une déclaration sur le fait d'abandonner les modèles de développement à forte intensité de combustibles fossiles. Néanmoins, donc, se pose, et je prolonge là la question de M. Gold, néanmoins, donc, un certain nombre de pays ont affirmé ne pas vouloir renoncer à l'exploitation de leurs ressources en pétrole et en gaz. Le Sénégal prévoit notamment de commencer à exploiter ses réserves de gaz et de pétrole dans l'Atlantique, et ça dès 2023. De même, la République démocratique du Congo a lancé donc des appels d'offres pour l'exploitation de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Donc, bien évidemment, les porte-paroles de ces pays disent qu'ils jugent que c'est complètement inconcevable que l'Occident, qui a construit son industrie grâce à l'énergie fossile, demande à des pays donc d'y renoncer, alors que ces pays, les pays occidentaux, représentent l'écrasante majorité donc des émissions. Donc la question, voilà, comment arriver à concilier ces injonctions contradictoires entre la nécessité d'avoir des ressources pour le développement, et on sait que beaucoup de pays africains tirent leurs ressources depuis l'exploitation du gaz et du pétrole, et puis le nécessaire lutte contre le changement climatique. Merci, on va poursuivre avec Madame Préville, et puis je vais aller jusqu'au bout, puisque nos autres ont des rendez-vous également, qu'on peut-être puisse terminer vers 11h, 11h10. Merci. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ambassadeurs, merci d'être avec nous pour échanger. C'est très précieux. Alors, je voulais revenir d'abord sur cette COP, Sharm el-Sheikh, qui sera COP 27, la COP de la mise en œuvre. Voilà qui est très ambitieux. Et je voulais d'abord vous interroger sur la diplomatie que vous allez mener auprès des pays qui ne s'engagent pas suffisamment. Vous nous en avez un peu parlé, mais dites-nous peut-être un petit peu plus. Et également parce que, comme vous l'avez mentionné, les gaz à effet de serre n'ont pas cessé d'augmenter. Or, nous inscrivons, au fur et à mesure depuis des années déjà, des objectifs de diminution. Donc, le questionnement, il est, à un moment, et peut-être ce sera peut-être celui de cette COP-là, ne faut-il pas pousser un grand cri d'alarme justement sur le fait que nous devons absolument avancer sur ce sujet-là. Et à ce sujet, je voudrais rappeler que par le réchauffement climatique que nous sommes en train de subir, il y a des boucles rétroactives qui se mettent en place. C'est-à-dire les calculs que nous faisons et le captage du carbone qui se fait dans les forêts, dans les océans, est par rapport à un état du monde qui est celui actuel. Mais avec le réchauffement que nous subissons, notamment avec la perte du vivant dans les océans, le puits de carbone des océans ne sera plus aussi efficace. Les forêts non plus. Parce que les forêts, quand elles subissent des sécheresses, perdent leurs feuilles, ne font plus le même captage de carbone. Donc, on a effectivement à s'alarmer beaucoup de ce qui est en train de se passer et de ces boucles rétroactives qui se mettent en place, et particulièrement aussi par rapport au méthane. Les fontes qui sont en train de se passer du pergélisol vont dégager du méthane qui, là, ne sera dû à aucune activité humaine, mais qui sera le résultat du réchauffement climatique. Donc, c'est un signal d'alarme qu'il faudrait lancer sur cette chose-là. Et après, je voudrais revenir sur la juste répartition de la responsabilité. Ce qu'il faut que nous ayons en tête, c'est que nous, les pays développés, nous avons contribué à ce qui est en train d'exister là, c'est-à-dire le réchauffement que nous vivons. Les pays en voie de développement n'ont pas contribué à ça. Et donc, nous avons une responsabilité, pas seulement de ce que nous émettons en ce moment,
mais de ce que nous avons émis par le passé. Donc nous avons une responsabilité accrue, supplémentaire à celle de ces pays-là. Et je pense que les choses seraient bien mieux vécues, et notamment par les pays en voie de développement, si nous étions capables de reconnaître cette responsabilité-là et de la mettre en œuvre, quelque part dans nos engagements. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les ambassadeurs. J'avais initialement 2 questions. Mais la première concernait les moyens alloués par les pays riches aux pays les plus pauvres. Je crois que le sujet a été épuisé fort justement d'ailleurs par les remarques de mes collègues et par vos réponses. Aussi, je me consacrerai à la deuxième question qui concerne les grands événements écocides. Puisque lorsque la Coupe du monde de football a été décidée en 2010 au Qatar, elle a suscité des protestations, mais pas à la mesure de la gravité de l'événement, puisque le réchauffement climatique s'est accéléré depuis et qu'on ne soupçonnait pas à l'époque combien de milliers de morts cet événement susciterait. Et donc, a posteriori, il y a maintenant beaucoup de réactions. Je crois que la Première ministre a dit qu'elle ne se rendrait pas au Qatar. Et également, si je prends l'exemple de ma ville, à Lille, la maire de Lille a décidé de ne pas retransmettre les événements sur écran géant comme on a coutume de le faire dans la ville. Mais néanmoins, et de manière absolument irrationnelle et incompréhensible, de grands événements sont annoncés qui vont avoir lieu pratiquement dans les mêmes conditions, et pour ne pas le citer, cet événement qui va se dérouler en Arabie saoudite. C'est absolument incompréhensible, et je me demandais si la COP ne pouvait pas être le lieu, puisque vous disiez qu'il y avait des initiatives, d'une initiative pour protester ou demander que de tels événements n'aient plus lieu à l'heure où nous connaissons cette accélération du réchauffement climatique. Merci. Merci, chers collègues. Madame Simpé. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les ambassadeurs, pour vos témoignages devant nous ce matin. J'aurais deux petites questions. Alors, tout en reconnaissant les objectifs louables de la COP27, bien entendu, ne pensez-vous pas, monsieur Crouzat, monsieur l'ambassadeur Crouzat, que, j'ai envie de dire, la crise actuelle nous rattrape la France, et à l'heure où nous sommes obligés de rechercher des énergies coûte que coûte, et nous recherchons du gaz et nous recherchons du charbon, ne pensez-vous pas et ne craignez-vous pas que la France soit actuellement, et lors de cette COP 27, qu'elle soit en contradiction avec les annonces de la COP 27, et deuxièmement, ne pensez-vous pas qu'on risque de perdre de la crédibilité sur le terrain climatique vis-à-vis des pays en voie de développement? Donc, quel sera le langage, notre langage, quel sera le langage de la France vu cette actualité galopante qui nous rattrape et qui peut peut-être nous mettre en contradiction avec les grands principes que nous avons déjà évoqués et que nous évoquerons à la COP27? Je vous remercie. Merci, Monsieur Dantec. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il faut dire que dans un monde en guerre, c'est quand même difficile de trouver un accord global sur le climat. Et que donc, c'est une COP un petit peu entre parenthèses, en attendant de savoir dans quel monde on sera dans 2 ou 3 ans. Donc, il ne faut pas demander à la présidence égyptienne l'impossible dans ce contexte international. Je crois que ce qui s'est passé au G20 dit la difficulté. Donc, d'abord, bon courage à la présidence égyptienne dans ce monde extrêmement complexe. Alors, néanmoins, toutes les COP sont utiles et permettent d'avancer sur un certain nombre de secteurs. Moi, je pense qu'effectivement, et je crois que la présidence égyptienne le souhaitait, c'est quand même une COP développement et climat, clairement, et développement de l'Afrique. Donc, avec la question récurrente
extrêmement importante des financements. Mais je pense que derrière cette question, il y a toujours un peu une question de contrat entre l'Afrique et le reste du monde, ou entre l'Afrique et les pays développés. Donc je voulais interroger monsieur l'ambassadeur sur ce point pour savoir qu'est-ce que l'Afrique, de son côté, met sur la table, au-delà d'un discours juste sur le fait que l'Afrique n'est pas historiquement responsable de la situation. Il s'agit aussi de voir probablement à Sharm el-Sheikh ce que l'Afrique propose, soit en captation de carbone. Ça, c'était assez présent à Kinshasa, à l'après-COP, la semaine dernière, avec la question du prix du carbone, par exemple, de compensation qui sera certainement sur la table, mais aussi qu'est-ce que l'Afrique, et je me permets de sortir d'un discours par trop policé, qu'est-ce que l'Afrique propose en termes d'efficience de ses propres actions. On sait la difficulté d'accès au financement pour beaucoup de projets, une décentralisation trop faible, un accès au réseau pour les énergies renouvelables dans des systèmes là aussi très centralisés qui ne sont pas efficients. Il y a aussi des blocages africains à ce développement qui font partie du sujet. Et donc ma première question est vraiment là-dessus, de savoir vers quel contrat peut-on aller, qu'est-ce que l'Afrique de son côté met sur la table, ce qui n'enlève rien à la nécessité d'augmenter les financements venant des pays les plus développés. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, pour là aussi ne pas être trop long, c'est que c'est la première année depuis longtemps où on a 3 COP la même année. On a eu la COP désertification à Abidjan, on a donc la COP à Sharm el-Sheikh et on sera ensuite à Montréal. L'idée qu'il fallait une convergence entre les 3 COP nées de Rio, des 3 conventions nées de Rio, était assez présente dans le discours ces dernières années. C'était vraiment monté. Mais on tarde un peu à en voir la réalisation. C'est-à-dire, au-delà d'un discours un peu global, il faut une convergence des 3 COP. Quels vont être à Sharm el-Sheikh et par la présidence égyptienne les actes concrets qui amènent effectivement à cette convergence et le fait d'intégrer effectivement beaucoup plus les enjeux de biodiversité dans les stratégies de climat. Et peut-être quand même une troisième question, monsieur l'ambassadeur français, qui est que dans cette situation de crise économique, est-ce que malgré tout, dans les différents échanges qui ont lieu aujourd'hui, il y a une conscience des pays occidentaux qu'ils vont devoir mettre plus d'argent sur la table, ou est-ce que face au niveau de crise économique où on est, ou en tout cas vers lequel on va, est-ce qu'il y a là quand même maintenant beaucoup de prudence sur de nouveaux engagements financiers de la part des pays les plus riches? Merci, cher collègue. Monsieur De Vinaz. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les ambassadeurs, pour vos éclairages sur un spectre de questionnement assez large. L'ONU et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge appellent dans un rapport à se préparer aux vagues de chaleur à venir pour éviter un nombre important de morts. Il ne s'agit plus de compensation, il s'agit de se préparer à l'exode de régions entières avec toutes les conséquences humaines dramatiques liées à ces mouvements de population. Et dans cette perspective, que peuvent apporter les mécanismes internationaux, les mécanismes techniques des accords internationaux? Merci. Monsieur Bigot. Merci, Monsieur le Président, messieurs les ambassadeurs. Vous nous avez indiqué que cette COP serait la COP de la mise en œuvre. Traditionnellement, les COP sont toujours consensuelles, elles sont utiles, mais celle-ci intervient dans un contexte particulier lié à des tensions mondiales qui nous amènent à revoir le fonctionnement de nos économies. Et puis également, ça a été souligné par un certain nombre de mes collègues, par un certain nombre de dispositions qui vont concerner l'ensemble de la planète. Et de ce point de vue, nous ne sommes pas tous égaux devant le dérèglement climatique entre pays émergents et pays industrialisés. Je voudrais d'abord traiter le premier point. Les tensions internationales nous ont amenés notamment à avoir des tensions sur les approvisionnements en énergie dans nos sociétés qui mettent en évidence la responsabilité climatique des pays en guerre. C'est bien le conflit à l'heure actuelle en Europe de l'Est qui nous amène à avoir des
des décisions politiques qui ont des impacts sur le climat qui résultent de ces tensions. Un exemple, nous avons voté, nous on n'a pas voté, mais un central méthanier au large du Havre pour accueillir du gaz de schiste. On va remettre en fonctionnement des centrales à charbon. Et donc, la responsabilité des pays en guerre est clairement à pointer dans l'aggravation du dérèglement climatique. Est-ce que la COP27 peut déjà pointer du doigt le fait que les conflits nous amènent à des régressions, y compris sur le plan climatique? Le deuxième point, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a été excellemment dit par un certain nombre de mes collègues, les pays en voie de développement mesurent que pour eux, quand on leur parle d'atténuation, à la limite, eux, ils comprennent provocation. C'est-à-dire que ce sont des pays qui sont peu émetteurs de gaz à effet de serre, qui ont un niveau de développement qui parfois a besoin pour se financer des énergies fossiles, je pense notamment au Congo, qui est assis sur des nappes pétrolières importantes, leur demander demain de se priver des moyens de leur développement, c'est presque provocateur. Donc, traditionnellement, les COP, elles ont toujours un langage diplomatique et consensuel. Mais là, je crois qu'il va falloir transgresser les codes et parler d'une manière plus directe, pointer les responsabilités, les risques sont connus, il va falloir prendre des décisions incitatives peut-être, et en tout cas, vous l'avez mentionné, il faut une volonté politique. C'était vos propos à tous les deux. De ce point de vue, est-ce que vous pensez qu'une COP qui se termine par un constat, s'il le faut, divergent entre les acteurs, mais qui pointent les responsabilités, qui pointent des clivages, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut faire avancer la cause? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Favreau. Monsieur le Président, ma question très brève s'adresse à Monsieur l'ambassadeur Youssef. Monsieur l'ambassadeur, vous nous disiez tout à l'heure qu'à Sharm el-Sheikh, vous organisiez différents ateliers. Et si j'ai bien compris, vous avez évoqué un atelier sur le genre. Je vous demande quel est le lien qui existe entre le dérèglement climatique et la thématique du genre. Merci, chers collègues. J'ai donné la parole à Monsieur Genet. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ambassadeurs. Merci effectivement pour vos exposés, également les réponses que vous avez déjà apportées sur le contexte et les enjeux de cette COP27 sur le réchauffement climatique et les moyens de le limiter. Au-delà des impératifs de sobriété qui est une nouvelle vertu moderne, et conformément à vos impératifs horaires, je serai donc bref et synthétique, le plus sobre possible, mais en illustration de ce qui a déjà été dit par mes collègues sur l'exemple de la République démocratique du Congo, je voudrais peut-être citer deux chiffres. La RDC avait signé à la COP26 un accord de 500 millions d'euros l'engageant à préserver ses forêts. Mais comme ça a été dit, fin juillet, le gouvernement congolais a lancé un appel d'offres pour l'octroi de droits à l'exploitation à 27 champs pétroliers et 3 champs gaziers. Et c'est là où je veux en venir. Il estime le gain potentiel à plus de 640 milliards d'euros. Lorsqu'on rapproche les deux montants, effectivement, ça illustre bien la difficulté. Et donc ma question est la suivante. Après le poids des mots, il y a bien sûr le choc des montants financiers. Est-ce que vous pensez que la COP27 sera à même de résoudre cette équation? Merci. Messieurs les ambassadeurs, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie toutes les sénatrices et les sénateurs pour leurs questions pertinentes. Je peux grouper ces questions dans 4 axes principaux. Premièrement, l'Afrique. Plusieurs questions ont touché, les questions ont évoqué la question de l'Afrique. Je voulais vous dire tout d'abord que pour l'Égypte, c'est une COP africaine, puisque on va le tenir sur le continent africain, sur le sol africain. Et c'est pour ça que l'Égypte a fixé une de ses priorités, le continent africain, et comment on peut aider les pays africains dans leur lutte contre le changement climatique et les phénomènes dévastatrices qui, malheureusement, ont touché plusieurs pays africains. Comme j'ai dit dans mes propos,
le continent africain est responsable de 3% seulement des émissions. Et malheureusement, c'est le continent le plus touché. C'est pour ça, et là, je réponds à une autre question aussi sur qu'est-ce que l'Afrique présente de l'autre côté. Qu'est-ce que l'Afrique a présenté? À part les CDN, les contributions déterminées au niveau national qui ont été annoncées par plusieurs pays africains, le continent aussi, les pays africains ont lancé plusieurs initiatives pour encourager surtout l'adaptation et surtout dans le domaine, par exemple, l'échange des dettes, par exemple, qui pourra aussi fournir de financement au continent africain dans le domaine et aussi dans le domaine de transition énergétique, qui est une priorité maintenant pour les pays africains. Il y aura aussi une autre initiative qui va être lancée par le continent africain concernant le Green National Budget, le budget vert aussi, quelques idées qui pourra encourager les pays développés à soutenir et à financer plusieurs projets dans le continent africain. Le deuxième axe que je voulais parler, c'est concernant les efforts diplomatiques. Comme vous l'avez dit, c'est très difficile pour cette COP, bien sûr, et surtout dans le contexte international actuel, c'est très difficile. Mais c'est une tâche qu'on va continuer à assumer au fond. Et on va continuer à parler à tous les pays, surtout les grandes puissances, même les petits pays, surtout les îles dans les Caraïbes, qui aussi de Caraïbes et dans le Pacifique, qui souffrent énormément aussi de phénomènes des changements climatiques. On va essayer d'accommoder tout le monde. On va essayer d'avoir une approche équilibrée qui essaye de trouver des compromis. La diplomatie égyptienne, comme on m'a dit il y a 2 jours, est connue de trouver des compromis. J'avoue aussi, c'est une tâche très difficile de trouver un compromis sur les questions de COP, mais on va donner tout l'effort nécessaire pour essayer à parler et à trouver des solutions, surtout avec les grandes puissances, pour les encourager à honorer leurs engagements déjà pris. Troisième point concernant malheureusement, Madame la sénatrice est partie sur les protestations qui peuvent avoir lieu durant la COP. Bien sûr, il y aura une zone pour se protester, comme c'est passé durant les différentes COP. Et bien sûr, la société civile aussi va être présente et va participer activement dans les travaux de la prochaine COP. Dernière réponse sur les questions de genre. Les questions de genre ont été toujours discutées durant les réunions de COP. Et maintenant, c'est devenu aussi, comme on dit en anglais, cross-cutting. C'est un sujet en commun qui est discuté dans toutes les instances onusiennes et internationales. C'est pour ça que l'Égypte, vu l'importance donnée par le gouvernement égyptien pour les questions d'émancipation des femmes surtout, on a pensé que ce sera un élément très important de dévouer une journée complète pour les questions de genre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'ambassadeur Crouzat. Merci beaucoup, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, pour toutes ces questions. Il y en a beaucoup, et j'essaierai de faire justement de manière un peu groupée toute une réflexion que vous avez indiquée sur la question de la responsabilité. Je crois que c'était Madame la sénatrice qui parlait de juste répartition des responsabilités. C'est en effet un sujet très important qui monte dans les négociations climatiques, et on entend des pays qui sont particulièrement éloquents sur le sujet, l'Inde en particulier, qui nous dit, l'Inde c'est 7% des émissions mondiales, mais qui nous dit, attendez, nous on est à 1,6 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par habitant, quand les États-Unis sont à peu près 10 fois plus. Et on est largement en deçà de la moyenne mondiale. Donc certes, on a des émissions de 7% globales, mais quand on rapporte aux émissions par habitant, on est très très en deçà. Et donc, poursuivent les Indiens, nous on a droit, je reviens à cette histoire de partage du gâteau,
vous, pays développés, vous avez dépensé 2500, peu s'en faut, gigatonnes depuis les débuts de l'ère industrielle pour votre développement. Il faudrait que vous fassiez les efforts nécessaires le plus rapidement possible pour réduire, pour que nous puissions bénéficier pour une part de ce gâteau et concourir à notre développement. Donc on est dans cette discussion qui est difficile et qui, je le répète, est de plus en plus présente dans les négociations. On l'a beaucoup entendu à Bonn, cette question d'équité, de responsabilité historique, sujet qui est très sensible, parce que la responsabilité historique, juste pour mémoire, quand on fait les calculs, et il y a eu une étude qui a été faite très intéressante à laquelle je vous renvoie de Carbon Action Tracker, qu'on trouve sur leur site internet, qui a essayé de voir quelles étaient les responsabilités historiques des différents pays. Sans surprise, les Américains, les États-Unis représentent à peu près le quart des émissions historiques mondiales, c'est-à-dire que sur cette part du gâteau que j'évoquais, depuis le début de l'ère industrielle, les États-Unis en ont mangé le quart. Mais on a un pays comme la Chine dont la responsabilité historique monte sans cesse, qui est aujourd'hui à peu près à 11% de responsabilité historique mondiale. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter à mesure que les émissions des pays développés diminuent. C'est-à-dire, comme je vous l'ai rappelé, les émissions de la Chine continuent à augmenter. Elles atteindront un pic avant 2030, selon les autorités chinoises. Mais au fur et à mesure qu'elles montent et que nos propres émissions, la France depuis 1990 et l'Union européenne, les États-Unis depuis 2005 réduisent leurs émissions, ça veut dire que dans cette répartition de la responsabilité historique, les émissions de la Chine augmentent de plus en plus. Donc il y a des pays dits en développement, qui font partie du G77 et de la Chine, qui sont parfois un peu gênés. Et Carbon Action Tracker aussi a sorti des chiffres tout à fait étonnants sur les émissions historiques, par exemple, de pays comme le Brésil et l'Inde, qui représentent plus de 4% respectivement pour chacun de ces deux pays, du fait de la déforestation, etc. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important, mais qui n'est pas aussi univoque qu'on veut bien le dire. Alors, ceci dit, et ça renvoie aussi aux nombreuses questions que vous avez posées sur les demandes légitimes de pays en développement, et en particulier d'Afrique, dont le continent représente à peine plus de 3% des émissions, de développer leurs ressources fossiles. On est en discussion actuellement avec le Sénégal, précisément, dans le cadre du JETP avec le Sénégal que nous essayons de mettre en place d'ici la COP27, pour voir comment on peut réconcilier l'idée d'un développement que les Sénégalais souhaitent faire. Ils parlent d'un développement sur leurs deux jambes, c'est-à-dire un développement fondé sur le gaz, dont ils ont découvert de nombreuses ressources, mais aussi sur les énergies renouvelables, parce qu'ils ont bien conscience, et tout le monde en a conscience, que ces énergies fossiles peuvent être une énergie de transition d'appoint très utile pour le développement, mais ce n'est pas une énergie d'avenir. Et ça, on le sait tous. Le charbon, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui pour n'importe quel État de trouver des financements pour la construction d'une centrale à charbon, parce que de nombreux investisseurs institutionnels se rendent compte qu'ils ne veulent pas se retrouver avec des actifs échoués, les stranded assets. Donc il y a quand même un mouvement sismique qui fait que dans quelques décennies, les énergies fossiles, qu'on le veuille ou non, seront des énergies du passé. Et donc, pour revenir à cette question compliquée de l'articulation entre une volonté de se développer et la nécessité de développer les énergies renouvelables, oui, on peut considérer que certains pays peuvent, dans le cadre d'une transition réfléchie et qui doit s'inscrire dans une trajectoire de réduction des émissions à terme, à un horizon déterminé, que ce soit 2050, 2060, puissent faire appel à leurs énergies fossiles. Et c'est le cas en particulier précisément du Sénégal, qui est un cas d'école, si je puis dire, mais que dans le même temps, il faut que ces pays développent de manière massive leurs énergies renouvelables, qui sont aujourd'hui les énergies les moins chères. Je rappelle la chute vertigineuse du solaire dans la décennie passée, dont les coûts de production ont diminué de 89%
Et cette baisse se poursuit. Donc aujourd'hui, l'énergie la meilleure marché, c'est le solaire et puis l'éolien. Madame la sénatrice, vous évoquez aussi cette contradiction qui peut être perçue entre les annonces des pays industrialisés sur le fait qu'il faut décarboner et la réalité d'aujourd'hui. Je peux simplement vous donner l'exemple de notre pays. Nous avons certes ouvert une centrale à charbon pour pouvoir faire face à une demande dans un contexte très difficile d'approvisionnement énergétique. Je rappelle toutefois que le charbon, ça représente moins de 1% de notre mix électrique et que cette ouverture temporaire de la centrale, elle est précisément temporaire et que toutes les émissions de cette centrale à charbon sont compensées par des actions donc de reboisement ou de compensation de gaz à effet de serre, et qu'en tout état de cause, c'est perçu, mais de manière absolument claire et nette, comme quelque chose une sorte de sparadrap pour pouvoir faire face à une demande de court terme. À moyen et long terme, on est déterminé, France et Union européenne, à opérer cette transition énergétique. Et la crise que nous connaissons, elle nous encourage à accélérer cette ambition. Il n'est que d'entendre le discours sur l'état de l'Union de Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, il y a quelques semaines, qui était absolument limpide sur ce point. C'est-à-dire que la volonté de l'Union européenne, c'est d'accélérer la transition, c'est de passer à 40% d'énergie renouvelable d'ici 2030, voire davantage, si les préconisations du Parlement européen sont suivies, et en tout état de cause, donc, d'accélérer cette transition. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié, mais n'hésitez pas à me... Ah oui, en effet, la convergence des trois conventions, monsieur le sénateur, vous avez tout à fait raison. Nous sommes dans une conjonction inédite, en fait, de trois COP issues du sommet de la Terre de Rio, des conventions issues du sommet de la Terre de Rio qui auront lieu cette année. Celle sur la diversité biologique aura lieu à Montréal en décembre. Un rendez-vous extrêmement important que l'on compare souvent au rendez-vous de la COP 21 pour le climat, puisqu'il s'agit de dresser un nouveau cadre stratégique pour les prochaines années pour la protection de la biodiversité. Et là, on voit qu'il y a en effet énormément de convergence. Je ne donnerai qu'un exemple, c'est l'initiative que nous avons lancée avec le Costa Rica sur la haute ambition, la coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples, qui vise à protéger, à faire en sorte que le maximum de pays, et on est plus d'une centaine aujourd'hui, s'engagent à protéger par des espaces protégés, donc la constitution d'espaces protégés, la terre et les mers qui sont de leur ressort. Et donc arriver à 30% de protection des mers et des terres. Nous y sommes à peu près en France. Et c'est quelque chose qui est particulièrement porteur, si je puis dire, puisque c'est quelque chose que nous allons évoquer à la COP 27, mais que nous évoquerons également à la COP 15, puisqu'il y a des bénéfices, évidemment, pour le climat et pour la biodiversité. Je rappelle enfin que l'AFD, qui est complètement aligné, que toutes ces actions sont alignées sur les objectifs de l'accord de Paris, consacre la moitié de ses financements à des actions pour le climat, que ce soit pour l'adaptation ou pour l'atténuation, et consacre et à l'ambition, et d'ailleurs on y est presque, de consacrer 30% de ces actions climat à des actions qui ont des co-bénéfices biodiversité. Donc cette interaction, elle est très sentie. Et un dernier point, c'est le projet emblématique de la Grande Muraille Verte, cette initiative qui vise à restaurer les sols, à développer les emplois sur toute la bande sahélienne pour stopper la progression du désert dans cette bande sahélienne qui couvre toute la latitude de l'Afrique.
une très belle initiative portée par le président de la République au One Planet Summit sur la biodiversité en particulier, que nous avons évoqué à la COP 26 autour du président de la République, doté de 12 milliards d'euros, ou davantage d'ailleurs, je crois même, et qui est justement un projet tout à fait emblématique de cette synergie en fait entre protection du climat, protection de la biodiversité et lutte contre la désertification. Merci beaucoup. Bien, messieurs les ambassadeurs, je tiens à vous adresser mes plus sincères remerciements pour ce moment d'échange important qui a permis effectivement de vous poser l'ensemble des questions et des réponses que vous avez apportées. Merci pour cette collaboration. Puis on aura l'occasion effectivement d'échanger par visio sur la COP. Et puis une délégation ira à la COP 15 au Canada. Ils sont une délégation de trois sénateurs se rendra donc à la COP 15 et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger directement à la COP 15. Merci.